Bonjour, allez, aujourd'hui on va parler de cette sortie quand même super là. C'est le Sigma 1018 F28. Alors en préambule, hein, je pense qu'on peut estimer qu'en 2023 on a de la chance en monture APS-C vraiment, hein, qu'on soit chez Sony ou chez Fuji. On parlera malheureusement pas de Canon, hein, qui est fermé complètement et qui ne sort pas d'objectif APS-C. On parlera pas trop de Nikon, où c'est pas la folie non plus, hein, dans l'APS-C, mais en tout cas entre Fuji et Sony, on est gâté, hein, que ce soit par les objectifs des deux constructeurs, bien sûr, ou bien sûr grâce à l'apport de Tamron et Sigma. C'est ici le sujet d'ailleurs, hein, de cette vidéo. Alors ce Sigma 10-18, qu'est-ce qu'il apporte dans ces deux montures de nouveau, on va dire? Est-ce qu'il y avait déjà des objectifs, donc une certaine concurrence? Eh bien, on fait le point tout de suite. Et puis, bien entendu, que vous le savez, moi, malheureusement, je n'ai pas les produits, hein, en général, à part mes produits à moi qui sont destinés à mes boîtiers Fuji. Donc je me base sur toutes les reviews que j'ai pu visionner, hein, comme certainement certains d'entre vous. J'essaye d'en faire un petit résumé, d'insister peut-être sur des points qui moi me semblent plus importants que d'autres, et suivant les utilisations de chacun bien entendu. Alors on y va. D'abord ce 10-18, qu'est-ce qu'on peut dire? Il commence à 10, et ça c'est pas rien, parce que c'est un équivalent 15 mm en plein format. Et on va penser tout de suite à son concurrent direct que j'ai ici, donc, qui est le Tamron, donc 11-20 f2.8, qui commence à 11, d'accord, et pas à 10. Alors là, je vous encourage, si vous n'êtes pas convaincu par la différence, allez voir la vidéo de Damien Bernal, hein, qui a comparé directement le Sigma 10-18 avec le Tamron 11-20, et il montre la différence de cadrage entre 10 mm et 11 mm. Elle est suffisamment importante pour que ça soit déjà un critère d'achat à lui tout seul. Ensuite, quelle est l'autre caractéristique de ce zoom? C'est qu'il est tout petit, vraiment tout petit, hein. Et justement, si on reprend le comparatif avec ce Tamron est nettement plus imposant, hein, que le Fuji. Il est plus lourd aussi, il ne pèse pas le double du poids, hein, quand même, n'exagérons pas, mais enfin, on n'est pas tout à fait dans la même catégorie d'encombrement, et c'est ça qui est absolument remarquable. Alors on peut aussi, comme l'a fait Damien Bernal, le comparer au Fuji 10-24 f4, mais alors là c'est encore plus caricatural dans le sens où le Fuji est un f4 constant, alors que le Sigma est à bien un f2.8, hein. Et le Fuji, il pèse pratiquement 2 fois le poids du Sigma, mais oui, et il est aussi évidemment nettement plus encombrant. Alors, en revanche, il a ce que les fugistes historiques, on va dire, adorent, c'est qu'il a une bague de diaphragme, que n'ont évidemment pas les Sigma et les Tamron. Et puis surtout, il a la stabilisation, le Fuji, que n'ont pas les Sigma et les Tamron, et ça c'est important, évidemment, si vous avez un boîtier Fuji ou Sony, Fuji, pas Sony, pardon, Fuji non stabilisé. Si vous êtes en monture Sony, vous avez un 10-20 f4 qui, lui, pour le coup, est nettement plus compact que son homologue de chez Fuji, et qui, à mon avis, est plus recommandable, d'ailleurs, parce que d'ailleurs, il est moins cher aussi, hein, parce qu'on va aussi, tiens, parler du prix, hein, puisque ça va être un peu la troisième caractéristique. Eh bien, évidemment, ce Sigma se paye le luxe d'être vendu moins cher que le Tamron, surtout en monture Fuji, où Tamron a tendance à exagérer sur les prix, contrairement à Sigma qui n'augmente pas ses prix entre les montures Sony et Fuji. Et puis, par rapport au Fuji, il est encore nettement moins cher, puisque le Fuji, en plus d'être qu'un f4, il coûte 1000 euros. Bon, voilà. Je pense que là, la messe est dite en quelque sorte. Alors, je pense que le comparatif, il a plus de sens entre le Tamron et le Sigma, parce que ce sont tous les deux des f2.8 constants, hein, c'est un peu ça qu'on attend. Alors, quelle est la seule contrepartie finalement de ce 10-18, vu sa compacité extrême? C'est le range qui n'est pas énorme, hein, c'est même pas un x2, puisqu'il s'arrête à 18 en bout de zoom.
Alors, comme l'ont dit beaucoup de testeurs, hein, et notamment Damien Bernal, évidemment, dans ce sens-là, c'est beaucoup moins embêtant que dans l'autre sens. C'est-à-dire que en position grand angle, on rattrapera pas l'angle qu'on n'a pas. En position télé, évidemment, il suffit de cropper pour arriver à ses fins. Alors, bien entendu, jusqu'où peut-on cropper? Ça, c'est tout le problème, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que si on croppe pour dire bah, c'est pour rattraper les 20 mm du Tamron, par exemple, cropper de 18 mm à 20 mm, ça va pas faire perdre beaucoup de mégapixels, c'est sûr. Si on commence à dire je vais rattraper les 24 mm du Fuji, hein, donc c'est là que le Fuji, pour le coup, est un peu plus polyvalent, là, je vais quand même, de 18 à 24, je vais quand même perdre plus de mégapixels, hein, et il faut l'avoir en tête suivant ce qu'on veut faire après avec la photo. Donc il ne faut pas non plus dire que ça n'a aucune importance dans l'autre sens. Ça en a une, mais évidemment, c'est beaucoup moins prégnant qu'en position grand angle. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau qualité optique, on en est où avec ce petit Sigma? Eh bien, c'est très bon, hein, il n'y a pas de problème, c'est très bon. Par rapport au Tamron, ce que notent ceux qui ont pu faire le comparatif, notamment donc Damien Bernal, que je remercie vraiment parce que c'est un objectif qui sort comme ça, tout de suite pouvoir le comparer à sa concurrence directe, ben, il n'y en a pas beaucoup qui le font, hein. Et donc, ben, on voit un peu ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est-à-dire que la compacité extrême, à un moment, elle a quand même un petit impact, hein. C'est que à la pleine ouverture et à la position la plus grand angle, et même sur les positions intermédiaires de focale, il est moins homogène que le Tamron. C'est-à-dire que au centre, il est absolument excellent, hein, le Sigma, il n'y a pas de problème. Il est tout à fait du niveau du Tamron, qui lui aussi est excellent. Mais le Tamron va être plus homogène, c'est-à-dire qu'à la pleine ouverture, il va garder des bords plus nets, on va dire, que le Sigma. On parle bien de la pleine ouverture, on parle bien plutôt de la position plutôt grand angle jusqu'à voilà, au milieu du range, parce qu'après, en bout de zoom à 18 mm, là par contre, visiblement, il est absolument excellent, hein, le Sigma, homogène de partout, y compris à la pleine ouverture. Donc voilà, il faut le savoir. Quel est l'impact, on va dire? Si vous faites de la photo de paysage de jour, zéro impact, hein, puisque vous n'allez pas, je pense, photographier un paysage à f2.8 en plein jour. Par contre, si, comme moi ça m'est arrivé très récemment en voyage en Italie, dans la magnifique ville de Florence, vous vous mettez à sortir le soir et à faire des belles photos de nuit sans trépied, en comptant sur la stabilisation du boîtier, bien sûr, qui n'est pas mauvaise, hein. J'avais emmené mon XS20, bah vous êtes content d'avoir le f2.8 et surtout d'avoir un f2.8 qui est bien net de partout, hein. Voilà, donc c'est dans ce sens peut-être que le Tamron a encore un petit avantage sur le Sigma, mais enfin voilà, c'est bien dans ce genre de situation précise et pas dans d'autres. Ensuite, quand on parle qualité optique, surtout sur un ultra grand angle, il y a un point important, c'est le flair. Est-ce qu'il est sujet au flair? Bah pas plus que ça, hein. C'est-à-dire que maintenant on est arrivé, que ce soit Tamron, que ce soit Sigma ou que ce soit les constructeurs évidemment, hein, principaux, ils sont arrivés à faire des traitements de lentilles, hein, qui s'ils n'éliminent pas complètement le flair, arrivent à le minimiser suffisamment, hein, on va dire. Alors après, moi je ne suis pas parfaitement au point sur la technique, hein, sur le vocabulaire, je veux dire. Ce que j'ai remarqué par contre sur des tests, et ben alors, notamment celui de Damien Bernal, c'est que quand il fait par contre un soleil en étoile, hein, en fermant beaucoup le diaphragme, il y a des taches de couleur vraiment importantes, je trouve, hein. Voilà, je vous laisserai aller voir sa vidéo, hein, voir si vous êtes d'accord avec moi. Il y a des taches de couleur vraiment nombreuses tout autour du soleil en étoile, hein. Ce n'est pas une tache de couleur due au flair habituel, c'est plutôt une dérive colorimétrique autour des branches du soleil en étoile, que moi j'ai pas ou très peu, on va dire, sur mon Tamron. Alors, je vous montre une photo qui vaut ce qu'elle vaut, hein, puisqu'elle est prise comme ça avec le soleil de face et le diaphragme à f16. Mais j'ai pas fait la même avec le Sigma, puisque j'ai pas le Sigma de toute façon, hein. Il faudra avoir les deux pour comparaison, mais enfin il me semble quand même
que là-dessus aussi, le Tamron a l'air quand même un peu meilleur, hein. Ensuite, il y a les distorsions et le vignettage. Donc là, je ne sais pas exactement, parce que alors maintenant, évidemment, le problème, c'est plutôt une solution qu'un problème, mais comme les boîtiers corrigent ces deux, enfin surtout la distorsion, hein, on va dire le vignettage, lui, il est extrêmement facile à corriger en post-traitement. La distorsion aussi, mais enfin, en général, c'est plutôt le boîtier qui s'en occupe. Cela dit, bon, c'est toujours bien de savoir si un objectif, avant les corrections, euh, est raisonnable en distorsion, en vignettage, parce que ça montre un peu ses qualités optiques aussi, hein, quand même, malgré tout. Donc, écoutez, je ne sais pas, puisque, oui, je crois que Damien Bernal lui, il désactive les corrections pour tester la distorsion et vignettage, donc je vous laisse aller voir. Je pense pas qu'il y en ait un vraiment pire que l'autre, bon, bref, à voir. Voilà. Ensuite, moi, ce que j'apprécie aussi beaucoup avec ces ultra grandes angles, c'est faire de l'astrophotographie, hein. Vous savez, les photos notamment de la Voie lactée, quand c'est possible, que les conditions sont réunies. Donc là, l'ouverture de 8, bien sûr, c'est très important. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait d'avoir une bonne qualité en astrophotographie, d'avoir le moins possible de coma et d'astigmatisme, hein, qui déforment les étoiles, notamment sur les bords. Le Tamron est connu pour être très bon, hein, dans ce domaine, pas parfait mais très bon. Et moi je pensais que le Sigma, justement avec sa compacité un peu extrême, serait sans doute moins bon quand même dans cet exercice. Alors le seul qui se livre à l'exercice, encore une fois, c'est Damien Bernal, puis j'ai vu aucune autre vidéo où il montre un exemple de ciel étoilé tout simplement, hein. On ne parle pas de la super astrophoto, mais juste un petit test comme ça. Et ben les deux sont équivalents. Alors là, c'est surprenant dans le bon sens, hein, pour le Sigma, je trouve. Donc voilà, en tout cas, si vous aimez ce genre d'utilisation, vous pouvez y aller avec le Sigma, c'est vraiment bon. Voilà, donc si on fait le bilan, bah, quelle sortie quand même, hein, pour les montures Fuji et Sony en ultra grand angle. On est gâté là, vraiment, hein, parce qu'on a vraiment de la concurrence. Et je pense qu'on a un peu le best-seller là à venir, hein, puisque au prix où il est vendu, c'est un 10 mm en très courte focale, c'est un f2.8 constant, il est hyper transportable, c'est un régal, notamment des petits boîtiers comme le XS20 là, qui est en train de me filmer, c'est sûr que ça serait un régal de le mettre dessus. Donc je pense qu'il va bien se vendre, hein, ce petit Sigma, et bah, c'est super. Un petit point rapide, tiens, puisqu'on arrive en fin 2023 justement sur la PSC, hein, et les objectifs, je pense qu'entre les montures Fuji et Sony, hein, on est particulièrement gâté au niveau des objectifs. Il n'y a plus grand chose à envier au plein format. En tout cas, sur le parc d'objectifs, là où avant, quand même, il y avait une grosse différence entre le plein format et la PSC, ça tend vraiment à se réduire, hein, et ça, c'est grâce aussi à Sigma et Tamron, mais grâce aussi à Fuji et Sony, hein, qui sortent des très bons objectifs. Voilà, donc bah, ça sera ma conclusion. Merci d'avoir suivi, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.